Je vous présente aujourd'hui notre 420e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors plus de la majorité des Britanniques est favorable au Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les Anglais avaient-ils, selon vous, compris avant tout le monde? Oui, enfin, ils ont été très réticents pour entrer d'abord dans l'Union européenne et ils l'ont fait à leurs conditions. Il leur a été fait, somme toute, un chemin de violette, un traitement différent, et ils ont accepté sous toute réserve. Bref, je pense que, poussés par leur instinct insulaire et compte tenu de l'échec évident de l'Union européenne, les Anglais souhaitent s'en dégager, probablement pour se rapprocher de ce qui est plus près de leur cœur et de leurs intérêts, les États-Unis. Oui, et donc vous pensez que David Cameron n'a pas le choix en fait? Oh ben, il a le choix, c'est lui qui pose la question, mais je pense qu'il me semble que pour l'instant, en tout cas, contrairement à ce qui s'était passé en Espagne, et qu'il y a eu un référendum du même style, sinon avec la même finalité, eh bien, je pense que là, maintenant, il y a une majorité britannique pour la rupture, enfin, pour la fin de l'Union européenne à échéance. Alors vous évoquiez les Américains, justement par la voix de John Kerry, ils ont remisé au second plan le départ de Bachar el-Assad de la présidence syrienne, en tout cas pour l'instant. Selon vous, est-ce que l'influence russe pèse plus que toutes les autres réunies sur l'échiquier diplomatique? Bon, il est certain que l'arrivée de la Russie dans le jeu de l'Est méditerranéen pèse d'un poids très lourd, surtout après la démonstration extraordinaire qui a été faite de la capacité des Russes d'atteindre des objectifs très précis à partir de la mer Caspienne. Ça, c'était un coup de maître, non seulement militaire, mais diplomatique. Je crois que c'était les puissances musulmanes, j'ai tendance à dire islamistes, qui exigeaient le départ de Bachar. Souvenons-nous que Bachar el-Assad et Saddam Hussein sont des dictateurs laïques, n'est-ce pas, et non pas islamistes. Donc ils sont l'ennemi numéro un de l'islamisme. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je pense que les Russes, en partie en tous les cas, les soutiennent. Et c'était en partie aussi parce que les États-Unis étaient très liés à l'Arabie saoudite pour des raisons pétrolières. Ce lien s'est atténué au fur et à mesure de la découverte des gaz de schiste aux États-Unis et la reconquête d'une certaine indépendance énergétique qui a relâché les liens de solidarité qu'il y avait entre l'Arabie saoudite et l'Amérique. Puis je crois surtout que la seule troupe qui soit sur le terrain pour l'instant, ce sont les troupes de Bachar el-Assad. S'il n'y avait pas Bachar el-Assad, eh bien très probablement le Daesh serait à Damas. Alors justement, pour revenir à Daesh, les drapeaux de Daesh ainsi que des photos de têtes coupées ont été retrouvés sur des migrants réfugiés en Norvège. Serait-ce donc toute l'Europe qui est en danger, tout simplement? C'est évident. Il est évident que l'influence islamiste radicale s'exerce partout, soit sur des populations déjà installées en Europe, soit par des populations ou des éléments qui rentrent avec les vagues migratoires. Tout ce danger est latent. Et le crime des gens qui nous ont dirigés, c'est pendant 40 ans de n'avoir pas perçu le risque évident que comportait l'arrivée massive de ces populations étrangères et déjà caractérisées par leur option religieuse et pour certains leur option radicale. Alors un petit retour en arrière si vous le voulez bien, le soir du second tour, dimanche passé, votre réaction a tout de suite été et positive et encourageante au regard des résultats qui pourtant ont déçu certains de nos compatriotes. Non, les résultats ont été très bons pour ce qui était du volume des électeurs, puisque nous sommes passés, je crois, de 6 millions à 6 800 000. Oui. Parce que c'était très remarquable. Généralement, au deuxième tour, nous perdons des voix. Là, nous en avons gagné, et on peut même dire que un certain nombre de nos voix
ce sont nos voix qui ont permis à Mme Pécresse de débarrasser les Franciliens du gouvernement socialiste de la région. Bon. Donc, non, c'est un succès, un échec relatif par rapport aux régions que nous aurions pu diriger, c'est-à-dire essentiellement Marine et Marion. Mais là, il faudrait faire une remarque, je crois, très importante. Chaque système électoral comporte une philosophie et une morale. Et la philosophie et la morale des élections régionales, c'est que l'Assemblée régionale soit constituée proportionnellement aux tendances de l'opinion, mais le risque d'instabilité est corrigé par la prime qui est donnée à la liste arrivée en tête. En retirant leur candidat battu au premier tour, mais enfin en arrivant troisième, les socialistes ont fait une faute très grave contre la philosophie et contre la morale d'une institution dont ils ont été les créateurs. Et ça, c'est impardonnable. Et j'avais dit, si Marine Le Pen et si Marion Maréchal Le Pen sont battus par une manœuvre de ce genre, alors Marine Le Pen, pour peu qu'elle fasse l'unité du Front National, Marine Le Pen sera présidente de la République en 2017. Oui, vous l'aviez dit en effet. Pour revenir au Front National, on entend dire que justement Marine Le Pen et Gilbert Collard, entre autres, et Ménard, voudraient changer le nom. Écoutez, c'est le serpent de mer, ça. Ce qui est étonnant, c'est que les deux personnes qui s'avancent pour demander le changement du nom du Front National sont des gens qui ne font pas partie du Front National, mais qui doivent leur siège au Front National, aussi bien M. Ménard que Maître Collard doivent tous les deux leur siège aux voix du Front National. Alors qu'ils veulent changer le Front National, c'est une manière de faire parler d'eux, je pense, mais c'est non seulement ridicule, mais ce serait criminel. Ce serait faire fi des efforts qui ont été déployés pendant 45 ans par les militants du Front National, les souffrances qui ont été subies, les gens même qui ont perdu leur santé ou leur vie dans cette bataille et qui sont fiers du Front National qui n'a d'ailleurs jamais été aussi fort qu'il l'est aujourd'hui sous son drapeau. Il n'y a que les maisons en faillite qui changent de nom. Bon, le Front National n'a aucune raison de changer de nom. Et si certains le prônaient à l'intérieur du Front National, ils se révéleraient comme d'authentiques traîtres. Oui, alors pour l'instant, elle y réfléchirait. Mais ne pensez-vous pas que ça serait se tirer elle-même une balle dans le pied? Ça non, ça serait se tirer une balle dans la tête. Oui, d'accord, merci. Alors, l'union UMPS, quant à elle, semble s'officialiser chaque jour davantage. Alors, qu'appelle-t-on aujourd'hui sur l'échiquier politique l'opposition? Écoutez, la vraie et seule opposition, sur le plan parlementaire, elle se limite beaucoup à l'élu du Front National et ceux qui y sont apparentés ou proches. Mais il est certain que les Républicains sont dans une situation très difficile et qu'il va y avoir à l'occasion des primaires, des règlements de compte intérieurs. Je pense tout de même que Sarkozy a les moyens de gagner cette bataille parce que ces deux concurrents, enfin les deux principaux, ont des têtes de croque-mort qui sont véritablement impayables. Alors, Président, les nationalistes corses vont enfin siéger pour la première fois. Ils ont eu un résultat mémorable. Qu'en pensez-vous? Non, ils vont avoir la direction de la Corse, oui. de la région oui. Corse, mais en fait, ils bénéficient du système positif de la liste arrivée en tête, parce que, contrairement à ce que dit M. Talamoni, d'abord sa liste est une liste d'union des indépendantistes et des autonomistes. Ensuite, cette alliance est minoritaire en Corse. Il représente, je ne sais pas, 25 ou 26 ou 30%. La majorité des Corses sont patriotes français, mais se sont portés sur d'autres listes. Par conséquent, c'est abusé de la naïveté de leur public que de faire croire que la Corse a voté pour l'indépendance, même si M. Talamoni a cru devoir se dispenser de parler en français pour son discours, alors que je crois qu'il était en contravention avec la loi, car la loi française veut que ce soit français
qui soit la langue commune sur le plan administratif et politique. Stéphane Richard, président d'Orange, vient d'annoncer sa volonté de créer un fonds d'1 milliard d'euros dans lequel il associerait d'autres manières de la téléphonie ainsi que des médias dans l'unique but de lutter contre le Front National. Que lui prend-il? Ben écoutez, je crois que Richard va pouvoir changer de nom, il va pouvoir s'appeler Pauvrard, parce qu'il devrait réserver une partie de son capital pour payer l'amende colossale à laquelle il vient d'être condamné. De 350 millions d'euros. Pour commencer. Oui. Voilà une réponse. Merci, Président. Ne plaignons pas les Richards. Alors, en matière d'exportation de son agriculture et de l'agroalimentaire, la France est passée en 10 ans de la seconde à la 5e place. Quelle en est la cause directe et que proposez-vous, vous, comme solution afin qu'elle remonte les échelons, si je puis dire? La position de l'agriculture française est liée, bien sûr, à la situation économique générale du pays. Tant que le pays sera écrasé d'impôts, et comme il l'est, et le sera de plus en plus, on nous annonce des taxes nouvelles sur l'énergie. Je crois qu'entre Sarkozy et Hollande, il y a dû avoir 64 taxes nouvelles, il y a 65e, 66e. Le seul moyen de cet état décadent de survivre, c'est d'essayer de tirer la substance de ce qui reste dans l'économie pour en nourrir cette espèce de monstre bureaucratique qui est à la tête de la France et qui pèse. Vous vous souvenez que Reagan avait eu une formule très bonne quand il était, avant d'arriver au pouvoir, il avait dit « Je souhaite que l'État descende de mon dos et sorte ses mains de mes poches. » Bon. Et bien nous sommes un peu dans le même cas. Nous avons toujours préconisé moins d'État, mieux d'État. Voilà. Et cette ligne doit être conservée, à mon avis, par le Front National s'il souhaite recueillir la majorité des suffrages à un moment qui sera décisif pour la France et son avenir. C'est en 2017 pour les élections présidentielles et législatives, bien sûr. Alors, pas de chapitre quant à vos lectures cette semaine. Cependant, Président, vous vouliez adresser un message, comment dirais-je, à tous nos concitoyens, vos vœux pour Noël. Ah, mon Dieu. Écoutez, quel vœu offrir à ma patrie à un moment où elle est plus menacée qu'elle ne l'a jamais été, sans toujours qu'elle en prenne conscience. L'espoir est constitué par la foi que nous avons dans le destin de notre pays. C'est vrai que nous sommes de ceux qui croyons que la France est missionnée et qu'à partir de là, elle surmontera toutes les difficultés et tous les périls qui sont nombreux. Mais il est bien évident que rien ne peut être espéré sans un changement, et que mon vœu, c'est que ce changement se mette en place pendant le courant de cette année, pour laquelle je souhaite à la patrie française qu'elle se prépare à accueillir un véritable changement, une révolution politique qui n'est pas forcément, contrairement à ce que répète tous les jours M. Valls, la guerre civile. La révolution, c'est le changement. Ce changement est absolument nécessaire dans la plupart des domaines de l'activité. Pour chacun d'entre vous, je vous souhaite, ce qui est très important, une bonne santé. Et puis, comme on disait en Bretagne, le bonheur, la joie, l'amour et le paradis à la fin de vos jours. Et un joyeux Noël en tout cas. Joyeux Noël aussi, Président. Joyeux Noël. Au revoir.